All right. Merci Tess, et bonjour à toutes et à tous. Et encore un grand merci aussi à l'Atheneum de nous recevoir toutes les 6 semaines. Alors aujourd'hui, nous poursuivons le cycle des navigateurs et explorateurs français. Nous avons parlé les mois précédents de Cartier, Cavelier de La Salle, La Pérouse. Et aujourd'hui, je vais donc vous conter la vie passionnante de Louis-Antoine de Bougainville. Alors, c'est un officier de marine qui est explorateur. Et je dois dire que contrairement à beaucoup de navigateurs et d'explorateurs de son époque, il va atteindre un âge assez honorable puisqu'il va mourir à l'âge de 81 ans, ce qui est un très bel âge pour l'époque, d'autant qu'il a vécu, nous le verrons, une vie assez dangereuse tout de même. Donc, Bougainville voit le jour en 1729. Sa famille est originaire de Picardie, dans le nord de la France. C'est le cadet d'une fratrie de 5 enfants. Son père est notaire au tribunal du Châtelet à Paris. Sa mère, Marie-Françoise d'Arboulin, est une femme très éduquée. C'est la fille d'un riche négociant parisien. Alors hélas, le petit Louis-Antoine de Bougainville perd sa mère à l'âge de 5 ans. Alors son père, à l'époque, est retenu dans la Loire pour son travail. Louis-Antoine va donc être élevé à Versailles par une riche veuve, Madame Hérault des Seychelles. Et elle va s'en occuper comme de son propre fils. Alors Louis-Antoine est un élève brillant. Madame de Seychelles l'inscrit au collège Dormant-Beauvais à Paris. Alors c'est un établissement très prestigieux où se retrouve l'élite de la capitale. Alors très vite, Bougainville va se distinguer pour ses dons en mathématiques. Et il va d'ailleurs être l'élève d'Alembert, le célèbre physicien français. En 1754, à l'âge de 25 ans, Bougainville écrit un traité de calcul intégral et il s'intéresse à l'infiniment petit. Mais son père veut en faire un avocat, tradition familiale oblige. Alors une fois terminées ses études, Bougainville veut quitter Paris et découvrir d'autres horizons. Il va alors faire appel à son oncle maternel, Jean d'Arboulin, un homme influent car conseiller du roi Louis XV. Et à 25 ans, voilà Bougainville nommé secrétaire d'ambassade à Londres. Alors, il travaille avec le marquis de Ruffec, qui est l'ambassadeur français à Londres à l'époque, mais aussi avec le fameux chevalier d'Éon. Et nous avons eu une conférence sur le chevalier d'Éon il y a quelques années déjà. Alors hélas, bien vite, Bougainville doit quitter l'Angleterre. Il a tout juste 27 ans et son père vient de mourir. Et pour compliquer les choses, la France est désormais plongée dans un conflit européen, la guerre de 7 ans. Alors, il s'agit à l'origine d'un conflit provoqué par l'Autriche qui souhaite récupérer la Silésie cédée à la Prusse 8 ans plus tôt. Alors, Louis XV, allié à l'Autriche, s'oppose à la Prusse de Frédéric le Grand et à l'Angleterre. Mais, contrairement à la France, l'Angleterre est peu active sur le front européen. Alors que les Français sont occupés sur les champs de bataille, l'Angleterre, elle, en profite
pour attaquer les colonies de la Nouvelle-France au Canada. Alors, Bougainville va participer au conflit. Le 3 avril 1756, il quitte Brest pour le Québec sur le bateau La Licorne. Il se bat au fort de Chouagen, participe aux victoires du fort William et du fort Carillon, où il est d'ailleurs légèrement blessé en juillet 1758. En novembre, il se rend à Versailles afin de réclamer des renforts. Hélas, sur le front européen, les troupes françaises subissent des défaites face aux Prussiens. Il ne revient donc au Québec qu'avec 150 soldats, une misère. Un an plus tard, la flotte anglaise débarque en force sur les rives nord du fleuve Saint-Laurent. L'armée française, en infériorité numérique, se retranche sur Montréal et le 8 septembre 1760, l'Angleterre s'empare de la ville. La France est alors contrainte de capituler. Cette défaite signe la perte des colonies du Canada français. À l'automne 1760, Bougainville revient en France très amer. Alors il se bat maintenant sur les bords du Rhin. Finalement, la paix entre la France et l'Angleterre est signée en 1763, consacrant la déroute de Louis XV. Les conséquences de la défaite sont lourdes. La France va perdre sa prépondérance diplomatique en Europe et désormais l'Angleterre, mais l'Espagne aussi, qui était restée en dehors du conflit, deviennent les deux superpuissances coloniales. Quant à l'Empire français, il est réduit à une peau de chagrin. Mais la carrière militaire de Bougainville ne s'arrête pas pour autant. Louis XV a désormais pour ambition d'établir une colonie française aux îles Malouines dans l'Atlantique Sud. Alors les Malouines, ou Falkland Islands en anglais, se situent à environ 600 km des côtes de l'actuelle Argentine. Alors bien que désertes, les Malouines sont fréquentées par des Bretons qui pêchent surtout le calamar. Bougainville appareille de Saint-Malo en septembre 1763. Il aborde l'archipel en février 64, après 4 mois de traversée. Alors une fois arrivé, il prend officiellement possession des Malouines au nom du roi. Un petit établissement de 75 personnes est alors créé. Il se nomme Port-Louis. La population qui s'y installe est d'origine acadienne. Alors après 2 longues années, sa mission enfin accomplie, Bougainville rentre à Saint-Malo en août 1765. Alors, quelques mois après son retour, Bougainville a déjà de plus grands projets. Il se confie à son protecteur, Étienne de Choiseul, ministre de la Marine royale. Il projette de faire un tour du monde. Alors, ce voyage serait la première circumnavigation de l'explorateur français. Louis XV accepte, mais veut donner à cette expédition un but clairement politique.
le souverain souhaite assurer la maîtrise de nouvelles voies maritimes. Il espère aussi la conquête de terres inconnues. Alors, après la défaite de la guerre de 7 ans, il est urgent pour la France d'explorer des territoires encore vierges. Mais Bougainville, pour sa part, songe surtout à l'aspect scientifique de son voyage, comme nous le verrons très bientôt. Alors, pour cette expédition, Bougainville est aux commandes d'une œuvre. Il s'agit de la Boudeuse, un 3-mâts armé de 32 canons. La Boudeuse va transporter 210 hommes, dont 150 matelots, 25 soldats et 11 officiers. On compte aussi à bord 2 musiciens et 5 domestiques. Il y a également 2 bouchers chargés de débiter les bêtes vivantes emportées sur le bateau, sans compter 2 boulangers qui fourniront bien sûr le pain à l'équipage. Alors la première étape du voyage va être marquée par un retour aux îles Malouines. En effet, 3 ans seulement après l'établissement d'une colonie aux Malouines, Louis XV doit faire marche arrière, car les Espagnols considèrent les Malouines comme faisant partie intégrante de leur ère d'influence en Amérique du Sud. Louis XV, qui ne peut s'offrir le luxe d'un nouveau conflit, cède aux demandes du roi d'Espagne. Et c'est ainsi que Bougainville est chargé d'opérer la passation de pouvoir au profit des Espagnols. Alors pour ce faire, il quitte Brest sur la Boudeuse le 5 décembre 1766. 4 jours plus tard, il est en vue des îles Canaries, au large des côtes ouest-africaines. Puis, après 57 jours de mer, il atteint Montevideo, capitale actuelle de l'Uruguay. Alors, la ville avait été fondée 50 ans plus tôt par les Espagnols afin d'empêcher les incursions portugaises. Bordée par le fleuve de la Plata, son port est stratégiquement situé sur l'une des plus grandes rades des Amériques. Alors à Montevideo, Bougainville rencontre des officiels espagnols. Ensemble, ils préparent les documents de la cession des Malouines. Alors pendant ce temps, l'équipage répare certaines voiles déchirées durant la traversée. On va faire aussi provision d'eau et de farine. On achète volailles, chèvres et moutons qui serviront à nourrir l'équipage. Ceci étant fait, Bougainville se dirige vers les Malouines. Alors il va y parvenir le 22 mars 1767. Une cérémonie officielle de passation de pouvoir a lieu. Alors avant de quitter définitivement les Malouines, Bougainville accueille sur son bateau, la Boudeuse, Charles Routier de Romanville. Alors Routier est un éminent ingénieur et cartographe français qui est installé aux Malouines depuis 3 ans. Sa contribution à l'expédition sera, nous le verrons, majeure. En avril 67, la Boudeuse quitte pour toujours les îles Malouines.
Désormais, la frégate fait route vers le nord, Rio de Janeiro, au Brésil. Alors, Bougainville doit y régler quelques formalités diplomatiques avec les autorités portugaises. Le 27 juin 67, il atteint Rio. Mal accueillis car vus comme des rivaux, les Français ne sont pas autorisés à mettre pied à terre. À Rio, Bougainville retrouve un navire français qui l'attend depuis 6 jours. Il s'agit de l'Étoile, qui transporte 108 hommes et 8 officiers. Alors, plus petit et moins rapide que la Boudeuse, l'Étoile est ce que l'on appelle une flûte de 20 canons. Alors, c'est en effet un bateau ravitailleur qui transporte du matériel et des vivres. Il va désormais accompagner la Boudeuse tout au long de son tour du monde. Alors, le cartographe routier de Romainville à l'étroit sur la Boudeuse décide de prendre ses quartiers à bord de l'Étoile. Il va y retrouver quelques autres personnalités dont je vais vous parler maintenant. Alors, arrivé à Rio, à bord de l'Étoile, Pierre-Antoine Véron se joint au voyage. C'est un jeune astronome et mathématicien français de 30 ans. Les observations astronomiques de Véron, appliquées à la navigation, font de lui l'un des savants les plus respectés de son temps. À la demande de Bougainville, qui est féru de mathématiques, Véron s'installe sur la Boudeuse. L'explorateur constate que le matériel que transporte l'astronome est bien modeste. En effet, Véron n'a obtenu pour s'équiper qu'une modeste somme d'argent du ministre des Finances. Alors cette contrainte va le pousser à inventer le mégamètre, un instrument qui mesure la distance angulaire entre les astres. Alors, durant l'expédition, Véron mettra d'ailleurs à profit son invention. Bougainville va vite se lier d'amitié avec lui et il vantera maintes fois les mérites de son astronome. Autre personnalité à faire le voyage autour du monde, le prince de Nassau. Alors, d'origine germanique, c'est un esthète fortuné. Avec l'autorisation de Louis XV, il est admis à participer au tour du monde. C'est donc en curieux et en dilettante qu'il voyage sur la Boudeuse. Alors, le prince a cependant un atout de taille. C'est un beau parleur et on lui prête des dons de diplomatie. Bougainville va donc s'accommoder de sa présence sur son navire. Alors, à bord de la flûte L'Étoile se trouve aussi un célèbre naturaliste, Philibert Commerson. Il rejoint l'expédition, comme les autres, à Rio de Janeiro. Commerson est un excentrique qui a du mal à respecter les règles imposées par le voyage. Ainsi, dès son arrivée à Rio, il explore la forêt amazonienne avec son Jean Barré. Et ceci malgré l'interdiction des Portugais. Alors, au cours de ces sorties, il va herboriser. Il récolte notamment une liane fleurie. Il la ramène
à bord, la présente à Bougainville et la nomme Bougainvilliers en son honneur. Et nous l'appelons de nos jours toujours, cette plante, la Bougainvilliers. Alors Jean Barré, le valet de Commerson, organise les notes prises par le botaniste lors de leur sortie. Les plantes sont séchées dans une presse sur le navire L'Étoile. Elles sont ensuite nommées, puis répertoriées dans des catalogues. Et à ce propos, ces catalogues sont aujourd'hui gardés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui possède la plus grande collection d'herbiers au monde. Le 14 juillet 1767, la Boudeuse et l'Étoile quittent enfin Rio. Le voyage d'exploration peut alors vraiment commencer. Le 31 juillet, Bougainville fait de nouveau étape à Montevideo, en Uruguay. Il y est très bien accueilli par les Espagnols. L'équipe scientifique peut se mettre au travail. Commerçant herborise, Véron et Routier cartographient les côtes en détail, Bougainville s'enfonce dans la forêt et découvre en canot les rivières qu'il traverse. Mais après 3 mois et demi passés dans la colonie espagnole, il est temps de repartir. Les cales de vivres sont pleines. Bougainville se dirige maintenant vers la Patagonie et le détroit de Magellan. Le 5 décembre 67 est une date clé du voyage autour du monde. En effet, la Boudeuse et l'Étoile vont traverser le fameux détroit de Magellan dans l'Antarctique chilien. Long de 611 km, ce passage naturel permet une traversée par bateau de l'Atlantique au Pacifique. On évite ainsi le terrible Cap Horn. Toutefois, le détroit est fort redouté. En effet, certains passages sont très étroits et compliquent la navigation. On peut facilement s'y perdre. En outre, les vents en rafale, soudains et violents, sont responsables de nombreux naufrages. Et les glaces de l'hiver rendent la traversée périlleuse. Alors, la contribution de Véron lors de la traversée du détroit va se révéler décisive. En effet, il est le premier Européen à déterminer la périodicité et le quotient des marées du détroit. Il fait aussi un relevé de la profondeur des eaux. Et le 26 janvier 68, après 54 jours de traversée, la Boudeuse et l'Étoile atteignent l'océan Pacifique. C'est un record. Alors, dans les méandres du détroit, Véron a découvert le chemin le plus direct vers le Pacifique. Pour sa part, le cartographe routier n'est pas en reste. Il a fait un inventaire précis des côtes et des îlots rencontrés. Personne avant lui n'avait créé une cartographie aussi détaillée du détroit de Magellan. Durant cette traversée, Bougainville rencontre des Patagons. Les Patagons l'accueillent à cheval, ils lui offrent des galettes et reçoivent du tabac en échange. Les Français admirent la vigueur des Patagons,
leur carrure, et ils notent d'ailleurs sur leurs journaux leurs dents d'un blanc éclatant. Mais la nature de la circumnavigation est telle que les rencontres sont brèves, car l'expédition ne peut s'attarder et doit tenir un calendrier précis. En janvier, alors que la traversée du détroit se poursuit, Bougainville rencontre une tribu de Fuégiens. Alors ils arrivent en pirogue, voguent autour de la Boudeuse et de l'Étoile. Bougainville les accueille sur rire. Ils n'ont nullement peur des Français. Ils chantent et ils dansent. Bougainville leur offre à manger et ils dévorent tout ce qui leur est donné. Dans son journal, il décrit, les Fugéens comme petits, vilains et d'une puanteur insupportable. Pour tout dire, Bougainville est heureux de les voir quitter son navire et de se remettre en route. Le 6 janvier 68, les navires sortent enfin du détroit de Magellan. Le cap est alors mis à l'ouest sur la Polynésie. C'est désormais un voyage vers l'inconnu qui s'annonce. Ces territoires sont pleins de promesses. En effet, le Pacifique, gigantesque océan, couvre près d'un tiers de la planète. Et au XVIIIe siècle, cet océan reste encore largement inexploré. En février 68, les navires français abordent la Polynésie. Ils arrivent dans l'atoll d'Oa, que Bougainville nomme l'île des Harpes en raison de sa forme. Alors l'océan est parsemé de petits îlots posés comme des confitis sur l'immensité claire de la Polynésie. Mais après 2 mois de navigation, on commence à manquer de viande à bord. Il n'y a plus d'animaux de ferme sur les bateaux. L'équipage consomme alors les rats du navire. Heureusement, le 5 avril 68, les Français arrivent à Tahiti. Bougainville est admiratif. Lyrique, il écrit à propos de Tahiti: on aurait dit une pyramide immense que la main d'un décorateur habile avait parée de guirlandes de feuillage. Il nomme Tahiti la nouvelle Cythère, car dans la mythologie grecque, Cythère est le lieu de naissance d'Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Les bateaux français sont accueillis par une centaine de pirogues chargées de noix de coco et de bananes. Les vivres frais ayant manqué lors du trajet, les scorbutiques sont alors amenés à terre où ils vont pouvoir récupérer. Bougainville reste au mouillage pendant une dizaine de jours dans le village d'Itihaha. Curieux, il aborde les insulaires sans préjugés. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'explorateur britannique Wallis l'a précédé 10 mois plus tôt. Alors Wallis fut très mal accueilli. Une bataille de 4 jours avait eu lieu, pirogue d'un côté, canon de l'autre. Les Tahitiens, inférieurs techniquement, avaient dû capituler. Ainsi, quand Bougainville débarque, les indigènes ne souhaitent pas que l'histoire
se répète. Le roi Héréti, chef du village, reçoit donc les Français avec égard. Il envoie les femmes sur la plage pour accueillir Bougainville et ses officiers. Il souhaite leur montrer qu'il n'a pas d'intention belliqueuse. Puis, on offre à Bougainville des poules, des cochons, poissons et coquillages. Bougainville admire l'usage de la musique locale, tambours et flûtes. Alors, le navigateur note que les Tahitiens ont une hygiène bien supérieure à celle des Européens. D'une propreté méticuleuse, ils se lavent tous les jours. Il constate aussi que les Tahitiens ne boivent que de l'eau et que l'odeur de l'alcool les révulse. Il remarque avec intérêt que ce peuple a le culte des morts et que des offrandes sont placées sur des petits autels. Tahiti fait donc forte impression à Bougainville. Il y voit un peuple à l'insouciance heureuse qui vit au rythme de la nature. Il croit retrouver l'âge d'or d'une humanité restée intacte et non corrompue par la civilisation. Les hommes s'occupent de pêche, leurs filets en noix de coco sont d'ailleurs bien supérieurs à ceux des Français. Les enfants, eux, travaillent à la culture et s'occupent du ménage. Quant aux femmes, Bougainville déclare « Ici, une douce oisiveté et le partage des femmes, le soin de plaire est leur plus précieuse occupation. » Alors, les mœurs locales attirent son attention. Leur seule passion, écrit-il à propos des habitants, c'est l'amour. Il découvre une société polygame, sans pudeur. Il poursuit. Le consentement de la femme n'est pas difficile à obtenir. La jalousie est un sentiment qui leur est étranger. Puis, un grand nombre d'amants passagers n'empêche aucunement une jeune fille de trouver un mari. Pour Bougainville, sur Tahiti, tout semble guidé par la quête du plaisir. Je cite, « L'air qu'on respire, les chants, les danses accompagnées de postures lascives, tout rappelle la douceur de l'amour, tout cri de s'y livrer. » Et c'est ainsi que, se fiant aux apparences, sans véritablement comprendre la culture à laquelle il est confronté, il crée le mythe du paradis polynésien. Alors, son médecin de bord, François Vivez, est moins optimiste. Il note par exemple la présence de maladies vénériennes et met en garde l'équipage. Or, le passage de Bougainville en Polynésie va être le lieu d'un événement inattendu. Alors que les hommes mettent pied à terre, les Polynésiens sont intrigués par le valet de Commerson, le jeune Jean Barré. Les femmes dévisagent l'assistant du naturaliste. Elles le touchent et elles s'exclament « Vahine », qui signifie femme. Commerson ordonne à Jean de retourner immédiatement sur l'étoile. Alors, le capitaine du navire, François de la Giraudet, n'est qu'à demi surpris. En effet, il trouvait Jean Barré, certes travailleur et volontaire, mais efféminé.
Commerson lui avait assuré que pour des raisons médicales, son valet avait dû être castré à l'adolescence. Et le capitaine, bien naïf, l'avait cru, malgré les rumeurs qui circulaient sur son bateau. Alors, Bougainville, pour sa part, veut en avoir le cœur net. Il convoque Commerson et son valet. Mais comment est-ce possible? Se demande-t-il. En effet, une ordonnance royale datant de 1689 interdit formellement aux femmes de monter à bord des bateaux de Sa Majesté sous peine d'emprisonnement. Commerson passe aux aveux. En fait, Jean Barré n'est autre qu'une jeune femme, Jeanne Barré, sa maîtresse. Elle s'était coupé les cheveux, bandé la poitrine, puis travestie en homme, portant des vêtements amples. Magnanime, Bougainville écrit dans son journal: « J'admire la résolution de Jeanne et son audace, d'autant qu'elle s'est toujours conduite à bord avec la plus scrupuleuse sagesse. » Et c'est ainsi que Jeanne devient la première femme botaniste de l'histoire à accomplir un tour du monde. Cependant, elle n'est plus autorisée à quitter le navire. Commerson poursuit alors seul ses recherches. Mais plutôt que d'herboriser, il se mêle aux villageois. Il s'intéresse à leur langue et crée un recueil de plus de 300 mots. C'est la première ébauche d'un dictionnaire tahitien. Mais l'heure du départ a déjà sonné. La Boudeuse et l'Étoile s'apprêtent à quitter Tahiti le 15 avril, après une escale de 10 jours. Le roi Héreti convainc Bougainville d'embarquer un jeune Polynésien du nom de Aotearoa. C'est le fils d'un chef de village. Plus que tout au monde, Aotearoa souhaite découvrir le pays lointain d'où vient Bougainville. Le navigateur accepte sous condition de le ramener à Tahiti au bout d'un an. Aotearoa sera donc le premier Polynésien à poser le pied en France. Alors, durant le voyage, il n'utilisera jamais le lit mis à sa disposition par Bougainville. Il préfère dormir sur le pont. Bougainville, qui se prend d'amitié pour lui, l'invite tous les jours à la table des officiers. Alors désormais, la Boudeuse et l'Étoile voguent vers l'archipel polynésien des Tuamotu. Bougainville va le baptiser l'archipel dangereux à cause des barres de corail qui s'éparpillent dans l'océan. Il découvre ainsi ce que l'on nomme aujourd'hui la Grande Barrière de Corail. Inconnue jusqu'alors, elle est longue de 2300 km. La navigation dans ces eaux peu profondes est très périlleuse. Le 2 mai 1768, les navires arrivent aux îles Samoa cette fois. Alors, l'archipel avait été découvert 44 ans plus tôt par un navigateur hollandais, Jacob Roggeveen. Alors Bougainville est ébloui par la rapidité et la dextérité des autochtones qui filent sur l'eau dans leurs longues pirogues à voile. Il nomme donc les îles Samoa
l'archipel aux navigateurs. Mais les Français ne mettent pas pied à terre, craignant les récifs et les barrières de corail. Bougainville et ses hommes se contentent de naviguer dans l'archipel. Les échanges avec les insulaires se font de pirogue à bateau, de bord à bord. Les autochtones offrent fruits, volailles, noix de coco et colliers de coquillages. Contrairement aux Tahitiens, ils préfèrent les étoffes de couleur rouge plutôt que des clous et des couteaux qui avaient eu un si grand succès auparavant. Bougainville constate que les insulaires ont des tatouages bleus peints de la culotte jusqu'au bas de la cuisse. Il note aussi qu'Aotearoa ne parle pas la langue des îles Samoa. Alors, après 3 jours, il décide de poursuivre son voyage. En juillet, l'astronome Véron fait une découverte importante. Grâce à son fameux mégamètre, il est le premier à déterminer avec précision la largeur de l'océan Pacifique suite à l'observation d'une éclipse solaire. Alors les Français se dirigent maintenant vers la Mélanésie. Pour ce faire, ils longent les Nouvelles-Hébrides, archipel qu'avait baptisé Cook. Ils admirent la forêt tropicale, le volcan Yazur en toile de fond. Ils s'y arrêtent car ils doivent faire provision de bois et de vivres frais. Peu impressionné, le médecin de l'expédition, François Vivez, écrit que les Mélanésiens sont vilains, couverts de gale et de lèpre, et que leurs femmes sont horriblement laides. Alors les Mélanésiens sont armés et ils sont plutôt agressifs. Bougainville décide donc de ne pas s'attarder. Poursuivant son périple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il explore une petite île de l'archipel des Salomon. Alors, en souvenir de son passage, elle porte à ce jour son nom, île Bougainville. Mais dans ces eaux parsemées d'îlots, l'équipage se contente surtout d'observer du pont des bateaux et de cartographier. On capture notamment une tortue de 150 kilos qui permet de nourrir l'équipage pendant 2 jours. Il en a bien besoin. Le 1er septembre 1768, Bougainville arrive dans l'archipel des Moluques. Alors c'est un riche comptoir hollandais à l'est de l'Indonésie. Ces îles sont connues des Portugais depuis le XVIe siècle pour le commerce des épices. Commerçants qui herborisent y découvrent l'hortensia. C'est aujourd'hui la plante ornementale la plus répandue au monde. Puis le 28 septembre, Bougainville aborde Batavia, qui deviendra Jakarta. Les Hollandais lui offrent l'hospitalité. Il obtient des médicaments, il fait soigner sur place certains de ses marins scorbutiques. Il en profite également pour faire le plein de bois, d'eau fraîche et de nourriture. Alors après avoir quitté le Pacifique Sud, Bougainville entame une remontée vers l'océan Indien. Il se dirige sur l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice. La Boudeuse
et l'étoile arrive à destination le 8 novembre 1768. Le gouverneur français de la colonie, Pierre Poivre, les reçoit chaleureusement. Horticulteur et botaniste lui-même, Poivre se passionne pour les sciences. Il invite alors l'astronome Véron à rester à ses côtés sur l'île de France. Véron ne repartira donc pas avec Bougainville. Hélas, il mourra quelques mois plus tard des suites d'une fièvre inconnue. Poivre décide alors de conserver ses effets. Il écrit « Les malles de M. Véron me semblent fort précieuses. Ces cartes sont une merveille de précision. Elles seront bien plus profitables à l'île de France qu'oubliées dans la poussière d'un tiroir à Paris. » Alors, Poivre veut également garder auprès de lui le couple Commerson-Barré. Il met à leur disposition un immense jardin botanique appelé Jardin de Pamplemousse. Bougainville, qui compte maintenant rejoindre la France, accepte la défection de son naturaliste, d'autant que Jeanne Barré, désormais enceinte, aurait été sévèrement condamnée à son retour en France. Coup du sort, là encore, la mort prématurée de Commerson. Pris de fièvre, il n'aura jamais le temps de publier le moindre de ses travaux. Quatrième défection, Charles Routier de Romainville, le dessinateur et cartographe de l'expédition. Poivre l'invite à continuer ses recherches dans l'océan Indien. Il cartographiera ainsi le comptoir de Pondichéry en Inde et les Seychelles. Bougainville s'apprête donc à rentrer en France sans son équipe de scientifiques. Il garde cependant à ses côtés le Tahitien Aotearoa, qu'il souhaite présenter au roi Louis XV. Le 8 janvier 69, il franchit le cap de Bonne-Espérance au large de l'Afrique du Sud. Il remonte alors vers l'Europe, longeant les côtes ouest-africaines. Le 4 février, il fait escale à l'île de l'Ascension. Située à l'ouest du Libéria, l'île est inhabitée et désertique. Bougainville reprend alors vite sa route. Après plusieurs escales de ravitaillement sur les côtes africaines, il arrive enfin à Saint-Malo le 16 mars 1769. Son retour en France est triomphal. Bougainville n'a perdu que 7 hommes lors de son périple de 28 mois. Cela tient du miracle. Le jeune Tahitien, Aotearoa, est présenté au roi. Alors, certaines personnes vont s'offusquer de sa présence. On reproche à Bougainville d'avoir, je cite, arraché un sauvage à sa patrie. Alors Bougainville s'en défend. Il va faire goûter à son hôte la culture française. Jardin, gastronomie, danse, ballet, opéra, spectacle. Puis, comme promis, après un an passé en France, Aotearoa embarque sur un navire de commerce français qui fait escale à l'île Maurice. De là, il devait rejoindre Tahiti. Hélas, Aotearoa contracte la variole pendant le voyage.
Il meurt donc avant d'avoir pu revoir sa terre natale. Alors désormais, Bougainville se met à l'écriture. Utilisant son journal de bord, il publie un ouvrage en 2 volumes, Le voyage autour du monde. Les 2 tomes de son récit sont publiés entre 1771 et 72. Le succès est retentissant. On lit Bougainville dans toutes les cours d'Europe. Et soudainement, le mythe du paradis polynésien prend corps. La plupart des lecteurs voient dans le récit de Bougainville l'homme à l'état de nature, sorte d'être originel et immaculé, vierge de toute perversion. Les idées du philosophe Rousseau semblent corroborer cette thèse. Il écrit « L'homme est foncièrement bon, c'est la société qui le pervertit ». Ce supposé paradis polynésien contribue donc à valider un mythe encore plus ancien, celui du bon sauvage, développé en France au XVIe siècle par Jacques Cartier, puis Montaigne. Mais le philosophe Diderot s'oppose à ce concept. Pour lui, le bon sauvage n'existe pas et Bougainville ne l'a pas rencontré en Polynésie. En effet, si l'on prête attention, le navigateur écrit entre les lignes qu'à Tahiti, on note la présence d'une caste dominante. Bougainville parle de serviteurs, d'esclaves, de prisonniers de guerre et d'une société hiérarchisée. Voilà donc qui dément le mirage d'un peuple vierge de toute corruption, vivant à l'état de nature. Alors après l'énorme succès de son livre, Bougainville reprend ses activités militaires. Il sert désormais un nouveau roi, Louis XVI. En mars 1781, il se marie. Il épouse à Brest Marie-Joseph Flore de Montande, fille d'un capitaine de vaisseau. Il a 52 ans, elle en a 22. Ils auront 4 fils. Mais à peine marié, Bougainville est rattrapé par la guerre. Désormais officier général, il repart pour les Amériques. Il participe alors à la guerre d'indépendance des États-Unis. En décembre 81, sur l'Auguste, un navire de 80 canons, il contribue à la victoire lors de la bataille de la baie de Chesapeake. Lors de retour en France, Bougainville continue à former des projets ambitieux. Navigateur infatigable, il souhaite maintenant diriger une expédition au pôle Nord. Mais en 1789, la Révolution française éclate. Il doit abandonner son projet, car ni les révolutionnaires, ni le futur empereur Bonaparte forment des projets d'exploration maritime. Le chaos et l'indiscipline, l'anarchie qui règnent sous les Jacobins poussent Bougainville à quitter l'armée. Resté fidèle au roi Louis XVI, il doit se réfugier avec sa famille à Anneville-sur-Mer, un village normand. Il y a acquis, 1 an auparavant, une grande ferme
face à la Manche. De là, pense-t-il, il pourra rejoindre avec sa famille les îles de Jersey ou Guernesey en cas de danger imminent. Pourtant, le 4 juillet 1994, il est arrêté durant la période terrible de la Terreur. Fort heureusement, la chute de Robespierre, quelques semaines plus tard, lui vaut de sauver sa tête. Il est libéré alors qu'on s'apprêtait à le guillotiner. Sous l'Empire, Bougainville est de nouveau un homme respectable et respecté. Alors qu'il fête ses 70 ans, il est nommé sénateur par Napoléon. La même année, en 1799, il achète le château de Souines, à 47 km au nord de Paris. Il s'y installe avec sa femme et ses 4 garçons. C'est une propriété de 17 hectares sur laquelle il va développer un magnifique jardin. Lors de ses voyages, il reste à Bougainville la passion de l'horticulture. Il déclare « J'envie le jardinier qui a un pied sur la terre et l'autre sur sa bêche. » Il embauche un jeune maître jardinier de 22 ans, Christophe Cochet. Bien vite, Bougainville se prend d'affection pour lui. En 1802, une pépinière voisine de sa propriété est mise en vente. Il va l'acquérir. Puis il l'offre à son jeune jardinier afin qu'il y plante une roseraie, car l'impératrice Joséphine fait désormais venir, pour la première fois en Europe, des roses de Chine. Cochet va se prendre de passion pour ces roses. Il en développe la culture et va en faire un commerce très lucratif. Alors pour sa part, Bougainville continue à avoir les égards de Napoléon. Il est comblé de dignité. Il reçoit la Légion d'honneur en 1804, puis obtient le titre de comte d'Empire en 1808. Le voilà donc comte de Bougainville. L'empereur recherche une légitimité. Il a à cœur de s'attacher les faveurs des élites de son temps. Mais les années passent. Bougainville a désormais 81 ans. Il est veuf depuis 5 ans. Sa femme est décédée de chagrin suite à la mort d'un de leurs fils adolescents noyé dans une rivière. Pour sa part, ce sont finalement ni les guerres ni les expéditions maritimes qui vont emporter Bougainville. Le 31 août 1811, il meurt à Paris d'une dysenterie. Le 5 septembre, des funérailles officielles se déroulent en l'église Sainte-Geneviève de Paris, devenue aujourd'hui le Panthéon. Un éloge funèbre est prononcé par le président du Sénat, le comte de Lacépède, un éminent naturaliste. Ainsi, le corps de Bougainville repose dans le caveau des grands hommes de la patrie. C'est qu'il avait bien besoin d'un immense mausolée, ce voyageur intrépide dont les aventures ne cessent de nous faire rêver. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention. Merci.
So I'm going to ask Tess if she's with us. Yes, here she is. Alors, on peut peut-être remettre les micros et si vous avez des questions, if you have any questions, des remarques, des compléments d'information, bien c'est le moment et nous sommes prêts à vous entendre, à vous écouter. I have a question about the musicians on board, I guess, La Boudeuse. You said two musicians. What did they play? Did they entertain the crew? Tout à fait, tout à fait. Donc, il avait, en fait, donc, il est parti avec 2 musiciens et quand il est arrivé à Rio, il en a embauché encore 4. Wow. Donc, en fait, il avait 6 musiciens qui, je crois, se sont partagés sur les 2 bateaux et c'était tout à fait pour, voilà, pour divertir un peu les marins. Parce qu'il faut bien voir que, bon, nous, on pense à chaque fois aux îles, aux endroits magnifiques où ils se trouvaient, mais il faut penser au voyage. Et d'île en île, de pays en pays, on reste parfois 40, 50, 60 jours sans voir la terre, sans voir personne. C'est donc très, très difficile. Des conditions, comme vous pouvez l'imaginer, sur les bateaux, des conditions d'hygiène, de place aussi, très délicates. Donc oui, il fallait entretenir les marins et Bougainville était un très, très bon chef d'expédition. Il pensait beaucoup toujours au bien-être de ses hommes. Et je vous ai dit qu'il n'a perdu que 7 hommes, alors que les 2 bateaux comptaient plus de 300 hommes, en 28 mois, ce qui est absolument extraordinaire, car il y avait énormément de morts lors de ces grands voyages, le plus souvent, non pas parce que le bateau sombrait, bon, c'est arrivé à La Pérouse, comme nous l'avons vu, mais le plus souvent parce qu'on manquait d'aliments frais et on mourait de scorbut. Donc, il s'est toujours très, très bien occupé de son équipage et à chaque fois qu'il pouvait s'arrêter, obtenir des vivres frais, il le faisait. Le voyage devait durer 24 mois. C'est le roi qui l'avait demandé. Mais La Pérouse a pris un peu plus de temps. Il a pris 28 mois. Il a fait plus d'escales que prévu. Et je crois vraiment qu'il l'a fait pour ses hommes. Alors, est-ce que Bougainville est le premier à prendre scurvy? J'imagine que le mot français c'est dire scurvy, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est le premier explorateur à prendre scurvy sérieusement? J'allais vous demander comment est-ce qu'il a eu que 7 morts, mais je pense que vous venez de répondre. Et je veux juste vérifier. C'est parce que c'est le premier à prendre scurvy sérieusement? Non, je ne pense pas, parce que si on revient à Cartier, par exemple, au XVIe siècle, on connaissait déjà très très bien le problème du scorbut, scurvy, le scorbut. On connaissait très très bien ce problème. C'était un problème qui était notamment connu des navigateurs bretons qui allaient déjà au XVIe siècle naviguer à Terre-Neuve pour y attraper le poisson et le ramener en Europe. Donc, c'était un problème qui était très connu. Simplement, on ne s'était encore pas vraiment rendu compte à l'époque de Cartier, au XVIe siècle, quelles étaient les causes du scorbut, c'est-à-dire le manque de vitamine C. On a compris plus tard, et on le savait à l'époque de Bougainville, que la consommation de végétaux frais, alors fruits et légumes, était quelque chose d'essentiel. Et c'est pourquoi il faisait toutes ces escales. Alors, il faut dire qu'il avait de la chance aussi. On était en Polynésie, surtout, en Malaisie, en Papouasie. Donc, il y avait une abondance de fruits et de produits frais. Et à chaque fois qu'ils arrivaient, qu'ils faisaient escale, ils faisaient descendre ces hommes malades et leur faisaient consommer énormément de fruits, de végétaux, et puis ils en embarquaient aussi le plus possible. Mais c'est un problème que tous les marins, tous les navigateurs ont toujours connu. Cartier l'avait résolu grâce aux Indiens iroquois qui utilisaient, pour lutter contre le scorbut, des écorces d'arbres
alors je ne me souviens plus le nom d'un pin, c'est un arbre, un pin, et il faisait des sortes de concoctions, il faisait bouillir ses écorces, etc. Et les Indiens buvaient durant l'hiver. Et il avait remarqué qu'il n'avait pas le scorbut. Donc, comme il parlait un peu iroquois et qu'il a rencontré les tribus, il s'est renseigné, il a découvert un petit peu cette recette des Indiens qui, elle, était à base d'écorce durant l'hiver. Donc, c'est un problème qui était récurrent en permanence. Oui. C'est intéressant qu'il y ait de la vitamine C dans l'écorce. Oui, je ne suis pas moi-même naturaliste, botaniste, mais en tout cas, ça a marché. Il y a des recherches qui avaient été faites, mais tout à fait, c'était des concoctions d'écorce, absolument. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, parce que quand on réfléchit, la vitamine C dans les fruits, elle est surtout concentrée au niveau de la peau. Par exemple, si on parle d'une pomme et d'une poire, on dit toujours qu'il faut garder la peau, parce que c'est la peau, juste en dessous de la peau, qu'il y a la vitamine. Quand on épluche une pomme, hélas, on perd 80% des vitamines C, de la vitamine C de la pomme. Donc finalement, l'écorce, peut-être que ce n'est pas si étonnant que ça. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes un spécialiste. Non, 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 pas vraiment. Juste un lecteur amateur, c'est tout. Merci. Combien de langues je vais voir si je suis mute. Non. Eric, combien de langues est-ce que le comte de Bougainville parlait pour pouvoir communiquer avec les personnes qui habitaient dans ces îles? Oui, alors Bougainville ne parlait que deux langues. Il parlait le français, il parlait très bien l'anglais. C'est d'ailleurs lui qui a signé l'acte de cessation des terres à l'Angleterre, du Canada français, et il a agi en tant que traducteur et interprète. Pour ce qui s'agit des autochtones, en fait, on communiquait énormément par signes. C'était la langue des signes. Je vous l'ai dit, c'était des étapes qui étaient courtes. Vous imaginez que quand on s'arrête pendant 10 jours en Polynésie, on ne peut pas apprendre le polynésien, les Polynésiens ne vont pas apprendre le français. Ouais. Donc, on communique surtout par signes. Et alors, il faut dire aussi que quand Bougainville s'est rendu en Polynésie, il avait déjà une grande expérience. Il avait passé des années au Canada et il avait rencontré des Indiens iroquois. Alors bien sûr, les Iroquois, les Polynésiens, c'est bien différent, mais il avait cette habitude de rencontrer des peuples autochtones, de rencontrer des indigènes et de communiquer avec eux. Et on peut communiquer très très bien par la langue des signes. Tout à fait, oui, absolument. So I put a link in the chat to our next meeting, which will be on December 14th. I will post it again here if you want to RSVP for that. And that will be the last of this sort of series, right, Eric? Oui, c'est ça. Donc, nous parlerons de notre 5e et dernier explorateur, Dumont d'Urville. Et Dumont d'Urville aura, vous verrez, un parcours très intéressant parce que c'est lui qui va partir à la recherche du fameux bateau de La Pérouse. Nous avions parlé de l'expédition La Pérouse il y a 6 semaines. Les 2 bateaux de La Pérouse avaient sombré, ils étaient perdus, on ne savait pas où ils étaient. Et Dumont d'Urville va partir à leur recherche, alors sous le règne de Louis XVIII. Il faut bien voir que sous la Révolution et sous Napoléon, on n'a pratiquement pas fait d'expédition. Bon, la Révolution n'avait pas le temps, on se battait à terre. Et Napoléon, lui, s'est battu énormément en Europe. Et donc, même s'il avait eu des projets d'exploration, il n'a jamais pu les mener à bien.
Et puis, il faut dire la vérité, Napoléon n'était pas très intéressé par les terres lointaines. Ce qui l'intéressait beaucoup, hélas, c'est l'Europe. Et il s'est battu beaucoup en Europe, il a négligé les mers. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les Britanniques en ont profité pendant la Révolution jusqu'à la fin du règne de Napoléon et ont eu à peu près 25 ans où les Français n'étaient pas présents sur les mers. Et c'est là qu'ils ont arrivé à conquérir, je dirais sans opposition à l'époque, sans opposition européenne, énormément de territoires. Ouais. Et Dumont d'Urville, alors en plus, bon, il va repartir bien sûr dans le Pacifique, mais il va également, nous verrons, partir en Antarctique. Et il y a d'ailleurs une station météorologique en Antarctique française, en terre Adélie, qui s'appelle la station Dumont d'Urville en son honneur. Oui. Voilà. Donc, vous verrez, c'est un voyage passionnant encore. Oui. Est-ce que je peux poser une question sur ce que vous venez de dire? Oui. Pendant ces 25 ans où Napoléon se concentrait en Europe et en Égypte, quelle colonie est-ce que les Anglais ont pris des Français? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, alors pris pas véritablement, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà pris le Canada, ou repris le Canada, si je puis dire, sous Louis XV. Alors ensuite, il y a eu des escarmouches au niveau de la Martinique, au niveau de la Guadeloupe, etc. Mais c'est pas tant que les Anglais ont repris des colonies françaises, parce qu'il y en restait pratiquement plus à l'époque, c'est que par exemple les Indes sont restés absolument libres, si je puis dire. Il n'y avait pas de compétition. Les Français n'étaient pas là. Les Français ont finalement, dans les Indes, ils n'avaient que 5 comptoirs. Pondichéry en était un. C'était donc des petites villes, des petits ports où les Français étaient autorisés à commercer. Mais ils étaient complètement absents au niveau des Indes, et même après, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Ce n'est que plus tard, dans les années 1820-1830, que les grandes explorations françaises vont reprendre et que la colonisation française va reprendre alors, dans le Pacifique. Et puis après, ça va être la grande bataille de l'Afrique, si je puis dire, entre les Anglais et les Français, 1848, 1800, oui, je crois 48, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, mais enfin, c'était sous le règne de Louis-Philippe, à la fin de son règne, l'Algérie, qui est conquise par la France. Et là, on va commencer à beaucoup à se concentrer, enfin du moins au niveau des Français, sur les colonies africaines. Alors, c'est pas que les Anglais ont pris les colonies de la France pendant 1790 et 1815, c'est juste que les Français n'étaient pas vraiment... voilà, ils n'étaient plus actifs, ils avaient disparu, la marine était pratiquement absente, hélas. Enfin, hélas, je ne dis pas pour la colonisation, mais enfin, d'un point de vue militaire, dirons-nous, était totalement absente. Donc voilà, les Anglais avaient le terrain libre. Et les Espagnols aussi avaient décliné à l'époque déjà, donc ils étaient surtout concentrés sur leur territoire d'Amérique du Sud, etc. Mais c'est vrai que les Anglais ont eu le terrain libre. Voilà. Tout à fait. Merci. All right. Well, thank you everyone for coming. We'll see you in December. If not, if those of you who are local to Philadelphia, please come stop by the Athenaeum. We'll be reopen on Monday. Yes. Absolument, absolument. Pour ma part, je vous reverrai donc en ligne le 14, the 14th of December, le 14 décembre pour Dumont d'Urville. Merci beaucoup de votre attention, très, très gentil à vous. Merci pour ce beau voyage. Merci. Et au merci. prochain. Au prochain voyage, bien sûr. Voilà. Merci. Au revoir. Merci encore. Merci. Au revoir.